Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes achats manga du mois de juin 2025. Alors il fait plutôt chaud, je vais peut-être pas essayer forcément de trop traîner la vidéo, sachant qu'il va quand même y avoir quelques trucs aussi un peu à parler, il va y avoir quelques nouveautés qui n'étaient pas forcément prévues parce que je suis allé faire des achats deux fois en ville, donc j'ai acheté quelques mangas et quelques séries que je comptais pas acheter tout de suite, voire je comptais pas du tout acheter. Quelques suites principalement. À la base, j'avais dit que je devais aussi lire des romans durant ce mois-ci. Finalement, vu que j'ai acheté pas mal d'achats manga, j'ai surtout lu du manga et un ou deux romans. Le reste, ça sera principalement pour le mois prochain, mais on va essayer de présenter un peu tout ça. Première série que j'aimerais parler, une nouveauté, c'est Run to Heaven en deux tomes. Pour moi, il y a les deux premiers tomes qui sont sortis et alors, je crois que j'avais entendu comme quoi l'auteur voulait faire 6 ou 8 tomes, un truc comme ça, donc à voir peut-être un peu à la mire. C'est une série française, je vais poser d'ailleurs le tome 2 parce que je trouve qu'il spoil un peu quelques passages. On va suivre Phi, alors la petite fille qu'on voit un peu ici, qui est, alors c'est comment expliquer un peu le truc, on est dans un pays un peu en guerre. Je crois qu'il l'explique un peu dans le récit, on n'a pas un peu derrière. Les îles d'Alquero, voilà, qui sont des îles, je crois, franco-japonaises, quelque chose comme ça. On est en guerre, mais là, il y a des Jeux Olympiques qui se déroulent et il y a une sorte de paix un peu, une petite paix qui s'établit à ce moment-là. On va suivre Phi, qui est une petite fille dont la mère est militaire et le père est il était aussi militaire, mais il a eu un accident. Est-ce qu'on le voit peut-être quelque part? On le voit peut-être un peu plus sur le tome 2, à la rigueur sur la tranche, pas forcément trop. Ouais, il a des béquilles, puisqu'il s'est fait une blessure à la cheville, donc il ne peut pas forcément partir à la guerre. Il n'est pas forcément très bien vu non plus, vu que c'est un peu voilà, un soldat qui a déshonoré un peu son pays parce que il peut pas partir à la guerre, il peut pas aider les gens pour combattre et tout ça. Et dans tout ça, on va suivre Phi sur son île, qui est un peu déconnectée, qui cherche un peu l'attention de sa mère et aime bien courir, mais elle n'a pas forcément trop d'amis. Dès le début de la série, ses talents de course vont être vont être remarqués par quelqu'un qui va essayer de un peu la pousser aussi à participer à la fête du sport. Et elle se dit tiens, en fait du sport un peu de son école. Est-ce que je trouve une page qui présente un peu ça? Elle se dit tiens, ça peut être un bon moyen, je pense aussi pour ouais, là, j'ai un petit truc, une page qui présente un peu ça. Elle se dit tiens, ça peut être un bon moyen aussi pour montrer à ma mère que j'existe et la pousser à venir me voir et lui montrer aussi un élément de fierté. Donc on va voir un peu s'entraîner au niveau de la course pour essayer de battre un petit peu des records et pour être classée parmi les meilleurs. On va découvrir aussi qu'elle a un petit magnétophone, je crois si je dis pas de bêtises, qui permet d'écouter de la musique, des cassettes de musique qu'elle aime bien. C'est un peu une sorte sa petite passion. Et elle va justement essayer de s'entraîner et je ne vais pas forcément trop spoil parce qu'il y a des éléments assez particuliers. La fin du tome part dans un délire qu'on voit pas forcément trop venir, même si en vrai, en regardant bien, il y a des éléments qui dirigent un petit peu vers là, mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, je trouve, dans ce genre de récit. Ouais, c'était vraiment très bien, sans en dévoiler la couverture, je trouve, mais bien en valeur le personnage. On s'attend même avec le titre, on s'attend à un truc un peu de course avec une athlète qui va essayer de se surpasser, mais ça part pas forcément que dans ça. Et alors, je ne vais pas forcément trop monter la couverture du tome 2 parce que je trouve que ça spoil une petite partie, mais le tome 2 va nous montrer aussi un peu en partie tout ça. Le combat finalement de Phi qui va pas être forcément que le sien et pas que non plus un truc de course qu'on pourrait imaginer. La guerre finalement, même sans DKNP, elle n'est pas forcément totalement arrêtée non plus. Il y a des conflits qui continuent encore, il y a des meurtres et des morts qui continuent à apparaître partout dans le monde. Donc Phi va être un peu mêlé d'une façon assez particulière là-dedans et va devoir un peu qui fait un peu parallèle, je trouve, une autre série de Naoki Urasawa qui est Asadora. Il y a une sorte de petit parallèle, je trouve, avec cette série où on a des petits côtés un peu similaires où bon là Asa c'est un peu différent parce qu'elle combat vraiment un ennemi. Là on va plus suivre un personnage qui va participer aux Jeux Olympiques et se battre aussi un peu à sa manière pour affronter la guerre et affronter les dangers qui se dressent un peu sur son chemin. Et c'est notamment sur le tome 2 où on voit plus ces événements, on voit des personnages. Alors une fille, alors je sais pas comment ça va, c'est Camille je crois, la fille, qui un personnage très attachant. En vrai, on la découvre dès le tome 1, qui va devenir rapidement l'amie de Phi. Et je trouve qu'elle a un côté très attachant. Il a vraiment envie de le voir un peu les deux personnages évoluer ensemble. Donc une très bonne surprise, Run to Heaven. En plus c'est français, je sais plus si j'avais déjà dit au début, mais ouais, c'est un manga français qui, je crois, vaut son prix. Par contre, c'est des tomes assez épais. Je crois qu'il coûte vers les 9 €, quelque chose comme ça, ou 11 € si je dis pas de bêtises. Je vois pas le prix derrière. Mais ouais, ça reste vraiment une très bonne, je trouve, une très bonne série que je recommande. En tout cas, c'est parti, je pense, de mes top mangas français, même si j'en ai pas lu tant que ça. J'en ai peut-être lu au moins une dizaine, une quinzaine. Donc, ça fait partie, en tout cas, des très bonnes découvertes de cette année encore. Par la suite, je vous ai dit que j'avais lu aussi quelques romans. Bon, on va en parler directement. Le premier roman que j'avais lu, c'était Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Il y a un truc que j'en avais pas mal entendu parler. C'est un titre qui m'intéressait beaucoup. Alors, je sais plus comment s'appellent les personnages, parce que c'est des personnages japonais. Kunoseki,
qui est un garçon, on va découvrir que finalement il était au collège, il était plutôt intelligent, mais il n'avait pas forcément trop d'amis, à part une fille qui avait un peu le même, qui avait aussi des capacités en classe, qui était assez forte et tout ça. Il va se relier d'amitié avec elle, ils vont se dire ouais, dans 10 ans, si jamais on est encore célibataire, on se mariera ensemble. 10 ans ont passé, Konosuke a un peu honoré sa promesse, il est sorti avec personne, mais il a aussi perdu contact avec son ami de la primaire, où il a plus forcément trop de contact avec elle, donc il est un peu seul au monde, il a pas forcément trop d'amis, il se fait pas forcément, il a arrêté les études, ou il est en train d'arrêter les études, et il y a des éléments, il n'y a pas forcément des gens à sortir, et sa vie est un petit peu pourrie, et au bout d'un moment il va rentrer dans un magasin assez particulier, il va être attiré dans un magasin où il va découvrir qu'en fait il peut vendre une partie de sa vie contre de l'argent. Il se dit tiens, effectivement, je vais essayer de vendre une partie de ma vie, je pense que ça me permettra d'avoir pas mal d'argent. On va se rendre compte que finalement sa vie valait pas grand chose, que vu qu'il est seul, qu'il n'y a pas forcément grand chose pour lui, le reste de sa vie valait pas grand chose. Il va quand même le vendre, il va garder, même si le titre s'appelle 3 jours, il va garder 3 mois, je crois, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 3 mois, pour se dire quand même essayer un peu de profiter de son argent. Finalement, il va être accompagné d'une, comment ils appellent ça, je crois qu'ils le disent un peu derrière, d'une par accompagnatrice, d'une directrice, d'une personne qui va un peu suivre son parcours en regardant s'il ne fait pas forcément de conneries, parce qu'il reste 3 mois à vivre, donc il va vérifier s'il ne fait pas de conneries, s'il ne va pas se suicider, ou ne fait pas d'actes dégénérés qui pourraient mal tourner. On va suivre un peu ces deux personnages, le passé, on va découvrir pourquoi Konosuke est un peu seul, qu'est-ce qui l'a amené à tout ça. L'un des points un peu où je suis un peu fâché sur la série et sur le personnage, c'est que il dit ouais, il est seul, il voulait sortir avec personne, mais effectivement il y a quelques personnes qui ont essayé de lui tendre la main, il n'a pas forcément trop voulu attraper cette main, il a dit non, moi je veux rester dans mes convictions, j'ai fait une promesse à une fille il y a 10 ans, je veux l'honorer, je veux que cette promesse se fasse, alors que finalement il y avait peut-être d'autres opportunités qu'il aurait pu prendre en main et qu'il n'a pas fait, je suis un peu déçu sur lui. Alors que l'autre accompagnatrice, pareil, on va découvrir un peu plus sur elle, qui est un personnage assez froid, qui va suivre un peu le personnage, essayer d'écouter un peu ses remords et tout ça, et le guider un peu d'une certaine façon pour comprendre un peu ses a priori. Il y a un passage assez marquant, je trouve, où, sans trop spoil, à un moment, il va retrouver quand même la fille d'il y a 10 ans. Le titre, il n'y a pas forcément trop de personnages, donc il va la retrouver. Ils vont se dire des choses. Il y a un élément qui m'a assez surpris, j'avoue, je ne m'attendais pas forcément trop sur comment ça allait se passer, et qui fait partie des bonnes surprises de cette série. Après, à la fin, il y a des trucs que tu vois un peu venir. La fin est quand même, à dire à l'eau de rose, il y a une sorte de... c'est pas vraiment une happy ending, mais ça se termine pas de manière triste, on va dire. Ça se termine quand même de manière... une bonne fin, voilà, une bonne fin qui est bien menée. Après, c'est pas non plus le roman, j'avoue, je m'attendais peut-être à être plus ému sur ce roman par rapport à ce que j'en avais lu, donc ça reste une bonne surprise. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver, parce que je crois que se trouve même plus en neuf en plus, donc si vous avez l'occasion de le trouver en occasion, pourquoi pas. Ça reste un truc, en plus je pense peut avoir quand même un bon un peu derrière, bonheur, romance et tout ça, donc ça peut être quelque chose qui peut avoir, si à un moment ça a une notation en film ou en animé, avoir un petit succès, je pense, comme un Your Name ou un Nice Silence Voice, même si c'est pas vraiment la même cam. Et deuxième roman que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai fini en plus juste aujourd'hui, c'est My Happy Marriage, le tome 1. On va suivre, alors pareil, les noms des personnages, on est dans un Japon, je ne sais plus si je le dis derrière, mais les noms des personnages sont assez compliqués. On a Mio, je sais, c'est la fille qui est un peu ici. On a Koyoka, on a Kaya, on a Kuyo, je crois, un truc comme ça, enfin plein de persos avec des lettres, peu de lettres et qui commencent limite par un K, donc c'est assez compliqué, je trouve, de se rappeler de tous les personnages, surtout certains interagissent un peu entre eux. Mais en gros, pour raconter un peu, je crois que la série a pas mal de succès niveau anime et manga, mais on va suivre cette jeune fille qui est première fille d'une famille un peu avec des sortes de pouvoirs qui permettent de voir des esprits, mais c'est un peu abordé dans le récit sans forcément trop être développé, je trouve, pour le moment. Mais qui n'a pas vraiment de pouvoir, et sa mère était morte, je crois, 2 ans après sa naissance, donc son père s'est remis avec une autre femme qui a une autre enfant, et sa belle-mère, du coup, l'aime pas forcément trop. L'autre enfant aussi, pareil, sa demi-sœur, a des pouvoirs et la méprise un peu. Elle dit ouais, toi t'es ma grande sœur, mais finalement c'est moi qui devrais attirer l'attention et tout ça, donc elle va être vendue à Keiko, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Koyuka Kudo, ouais, Kudo, pour un mariage, en disant voilà, comme ça on va s'en débarrasser, mais ils vont se rendre compte assez rapidement que Kudo, pourquoi je veux dire Kudo, même si on dit que c'est quelqu'un de froid, donc il n'y a personne qui veut sortir avec lui, qui veut se marier avec lui, c'est pas forcément. Il a des petits vices un peu cachés, il va apprendre à connaître aussi Mio, qui on va prendre un peu son passé difficile, pourquoi est-ce que sa famille la méprise et l'impact que ça a eu sur elle. Et Kudo va essayer un peu de se rapprocher, de comprendre un peu tout ça et de lui offrir comme un peu en bonheur en disant c'est une personne humaine, moi même si elle n'a pas de pouvoir ça m'est égal, en vrai je cherche pas forcément de toute façon quelqu'un pour perpétuer ma lignée, je veux surtout quelqu'un qui soit heureux. Et il va apprendre à force de connaître Mio de
faut voir que c'est une personne assez gentille, que c'est une personne qui pourrait effectivement lui plaire et qu'elle a des qualités qui n'ont pas été reconnues à sa juste valeur. Et il va en même temps essayer de se dire, bon, sa famille lui a fait du mal, on va essayer quand même de la réconforter et de briser un peu les liens ou corriger les liens avec sa famille pour dire, ok, voilà, on fait table rase, maintenant tu vivras avec moi, tu te marieras avec moi, on va vivre un bonheur comme de toute façon le titre de la série, My Happy Marriage, un mariage heureux. Donc, ils vont essayer de faire un mariage heureux et en même temps que les regrets de Mio soient dissipés. En vrai, ça se lit bien, mis à part les noms des personnages, je trouve, c'est un peu compliqué à retenir par moment. Ça reste une série, bon, si vous avez l'occasion de le lire, pourquoi pas, mais peut-être plutôt en manga ou en animé, je pense que ça, c'est peut-être plus voyant, on reconnaît peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu mieux de retenir les personnages. Parce qu'en plus, dans le titre, on n'a pas d'illustration, ce que je trouve un peu dommage. Alors, je sais pas si c'est l'édition japonaise qui fait le cas, qui était comme ça, ou si c'est l'édition Vega qui n'ont pas mis d'illustration sur ce tome. Peut-être un peu, on a quand même l'illustration là de la couverture, mais c'est tout, donc on voit pas forcément les autres personnages, que je trouve un petit peu dommage. Pour les prochaines séries, vous savez quand on va partir sur 2 one-shots, à commencer par Luno, qui est un titre de, alors comment s'appelle une autrice, Kei Toumei, qu'on connaît surtout pour Sing Yesterday For Me, que j'aime bien, et pour, comment s'appelle encore l'autre titre, et puis un truc dans une bibliothèque, pareil, que j'ai déjà parlé, qui est sorti en 4 tomes et que j'aime pas plus, enfin que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément si terrible que ça m'en reviendra peut-être. Alors l'édition, c'est en couverture rigide, ce qui était assez surprenant, et même l'autrice en vrai à la fin le dit, alors je crois que c'est un titre qui est sorti 98 ou 97, 96, un truc comme ça, enfin, ou même non, vers les 2000 je crois, si je dis pas de bêtises, mais un titre assez vieux de l'autrice. Mais on reconnaît encore un peu son dessin avec, vous connaissez peut-être un peu les personnages ou le style des cheveux, où j'aime bien dire c'est un peu crayonné et tout ça, mais ouais, c'est l'un de ses premiers titres. Et même l'autrice, en fait, finalement, à la fin, se dit « Ouais, mais je comprends, en fait, mon titre, il a eu un certain succès, il est sorti en couverture rigide. » Même elle ne comprend pas forcément pourquoi. Et même nous, parce qu'en vrai, on lit le titre, c'est intéressant, on va suivre un peu l'histoire de... on a les noms des personnages. Tito, qui va suivre une fille, qui va rencontrer une fille qui s'appelle Zeta, qui est là, qui, en gros, a été chassée vite fait par sa famille. Elle n'a plus forcément de famille, mais elle doit fuir un peu la ville où elle se trouve, parce qu'elle est apparemment recherchée, parce qu'elle peut avoir une sorte de pouvoir qui peut donner l'immortalité. On va vite fait découvrir un peu son passé. Pendant tous les chapitres, on va suivre avec une organisation qui est reliée à l'église, qui va essayer de la pourchasser. On se dit, ouais, mais le récit, je sais que c'est un one-shot et le récit a l'air de se développer, a l'air d'être super profond. Et finalement, je ne vais pas dire la fin est bâclée, mais tu te dis, à la fin, il reste un chapitre. Comment est-ce qu'ils vont conclure tout ça, sachant que l'univers a l'air d'être assez vaste. Le dernier arrive à rebondir un peu et fermer quelques petits trucs en montrant un peu ce qui pourrait se passer. Ça reste une œuvre one-shot. J'avoue que j'aurais peut-être préféré que ce soit un truc en 2-3 tomes pour vraiment développer un peu plus l'intrigue et développer peut-être plus les personnages. Là, c'est assez rapide. Pour ça, je ne comprends pas forcément trop pourquoi est-ce que, vu le titre qui est anecdotique, je trouve, au niveau de l'autrice, puis ça permet de découvrir un peu son trait, c'est voilà pourquoi cet effet en couverture rigide à ce moment-là, et surtout, non, c'est pas sans français, c'est bien sans japonais, mais ouais, c'est assez bizarre, on va dire. Et l'autre titre que j'ai lu, c'est Le Jardin des Illusions. Alors ça, c'est un peu particulier parce que je l'avais déjà lu, j'avais un ami qui l'avait déjà prêté. J'avais complètement oublié les histoires et je sais que ça m'avait bien marqué, donc j'avais décidé de le reprendre, de l'acheter cette fois. On va suivre des petites histoires courtes d'une autrice, on va découvrir un peu son trait. Les histoires sont assez différentes les unes des autres. Il n'y en a pas forcément certaines que j'ai détestées par rapport à d'autres. Il y en a qui sont assez courtes, d'autres plus sympathiques. Il y en a par exemple une là que je vous avais montré avant avec un jeune homme qui d'ailleurs a une histoire où il n'y a pas de texte, donc c'est plutôt pratique, tout se passe par le dessin. On a le jeune homme ici qui est écrivain, mais il trouve pas forcément d'inspiration. Il rentre dans un parc, il va tomber sur cette jeune dame qui joue du violon, mais au début, elle n'est pas forcément très douée. On va la voir un peu au fil des temps, et à chaque fois que le mec va venir, continue à pratiquer, à s'améliorer, et le mec, pareil, grâce à elle, va essayer d'avoir un peu d'inspiration, un peu plus d'inspiration pour la création de ses livres. Et ça va mener après à la fois une petite rencontre. On a l'impression qu'ils vont peut-être vivre un peu plus ensemble. On a une autre histoire assez intéressante qui, je trouve, a une bonne morale et qui est peut-être même la meilleure histoire, je trouve, du livre, avec un jeune homme et un robot qui parlent un peu plus. Alors, je crois que le titre de l'histoire raconte peut-être bien ça. Est-ce que j'arrive à retrouver un peu le titre exactement? Sphinx, c'était ça? Non, Sophia, non, c'était pas ça. Mais en gros, ça parle un peu du temps qui passe, le robot, il a été construit par le père parce que sa fille était née, elle va voir la fille grandir et la fille lui dit « Ouais, mais moi… elle parle au robot, parce que c'est un peu son meilleur ami, cher robot, elle lui dit « Ouais, mais moi, j'évolue, je change en fait à chaque fois, mes cellules se régénèrent, donc la personne que je suis maintenant ne sera pas la même que de demain, et c'est encore moins la même que dans quelques années. » Et le robot dit « Ouais, ben moi, je suis un robot, donc je ne change pas. Mes souvenirs que j'ai maintenant, je les garderai toujours, donc j'aurai toujours la même image de toi, et je penserai toujours à toi. » Finalement, on va voir qu'il y a la guerre qui va se déclarer, il va y avoir des choses qui vont se passer. Le robot va essayer de rechercher un peu la fille, parce qu'elle a été envoyée, je ne sais plus forcément où on nous le dit, je crois, un moment, mais
elle est envoyée un peu à la guerre et le robot va essayer de la chercher. Et cette fois, c'est un peu le truc inverse parce que le robot va se prendre des dégâts, va essayer de se réparer, va changer un peu de forme, d'apparence et presque quasiment oublier tous ses composants d'origine ont été remplacés, on ne le reconnaît même plus. Et la fille, quand elle, on va la retrouver un peu plus tard, toujours la même, toujours à penser à son robot et tout ça. Et c'est un peu l'effet inverse qui s'est passé cette fois, où par rapport au début, c'était le robot qui disait « moi je change pas, je reste toujours le même » et la fille disait « elle allait changer ». Cette fois, c'est l'inverse, c'est la fille qui pense toujours à son robot, qui est toujours fan de mécanique et qui a toujours veillé et voulu rechercher un peu son robot, qui n'a pas changé, tandis que son robot a complètement changé physiquement et même ses souvenirs sont, pas dire effacés, il pense toujours un peu à la fille, mais il y a d'autres choses qui se sont passées entre temps, donc il a ces circuits ont changé, c'est plus vraiment la même personne et je trouve ça assez sympa. On a d'autres histoires, un truc avec une danseuse. Ce qui est bien avec ce genre d'histoire courte, c'est que des fois on a un peu ça me permet de se rappeler un peu quelques histoires. On a des portraits un peu de derrière des différentes histoires. On a un truc avec une danseuse, le violoniste que j'ai parlé. On a un truc avec un vampire, une fille qui se fait coiffer aussi, qui est la première et la dernière histoire. Une petite histoire de romance aussi entre deux personnes sous la pluie et devant on nous parle de quoi à nouveau. On parle d'un truc je crois avec une femme poisson. Un cirque aussi, quelqu'un avec un cirque et le truc du robot qu'on voit un peu là-dedans qui était, comme dit, mon histoire préférée. Je vais passer assez rapidement quand même, je trouve. Pour le prochain ouvrage, qui est un truc un peu particulier qui j'avoue m'intéresser, je crois que j'en ai parlé la dernière fois dans le précédent bilan, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Aux origines du manga, qui est, alors c'est pas vraiment un manga, c'est plus une sorte de recueil vite fait d'illustrations qui présente un peu ce que c'était le manga avec du texte ici représentatif de ce qu'est l'œuvre. C'est particulier, en vrai je trouve c'est particulier, on a pas mal d'œuvres un peu comme ça, sur des œuvres japonaises, sur ce qui était appelé au début le manga, alors je crois qu'ils disent aussi pareil un autre nom, je sais plus comment ça s'appelait maintenant, ce que je verrai peut-être à un moment. On a des petites cases, mais c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir avec le manga, c'est vraiment ce qu'il y avait avec la vague d'Okusai, avec là voilà le Gashirokuro, qui est aussi l'image un peu assez connue je trouve des artistes japonais. Et ça présente un peu l'origine, comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que ça a été mis en place, comment est-ce que les noms ont changé, les mœurs ont changé, et les différents mouvements artistiques et les artistes qui ont œuvré à ça. En vrai, c'est surtout présentation de galerie, c'est bien pour limite un petit artbook et pour avoir des références visuelles un peu sur certaines œuvres. C'est pas si intéressant que ça, je trouve, et vu le prix, je suis un peu déçu. Mais voilà, on a quand même des pages assez sympas. En vrai, je pense que rien pour l'aspect graphique, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par cette période du Japon et par l'art un peu du Japon. Sur les dernières pages, on a peut-être un peu plus sur ce qui se rapproche du manga actuel, manga actuel, de l'ère Tezuka, j'entends, avec un peu plus récent, avec des dessins un peu comme ça. Et tout à la fin, on a des petits résumés un peu sur les auteurs, sur qui sont, leur année de naissance, de mort et les œuvres majeures un peu qu'ils ont fait. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par cette période du Japon. Avant-dernière des deux nouvelles séries que je vais vous présenter, vous l'avez vu, c'est Air Gear dans sa nouvelle édition. Alors Air Gear, j'en ai un aspect assez particulier avec ça parce que j'avais regardé l'animé qui était bien mais sans plus, et j'avais lu entre-temps, j'avais vu entre-temps des pages du manga qui présentaient un délire limite à la JoJo, j'ai l'impression, avec les rollers, parce que oui, ça parle de rollers, c'est un manga qui parle de rollers créé par O-Great. Vous connaissez peut-être pour les dessins de Bakemonogatari et qui clairement sublime toujours un petit peu tout ça, même s'il y a des pages un peu de fanservice. Bon, pour moi qui ai l'habitude de lire un peu dans le bus, je vous raconte pas que quand il y a une page, parce que j'ai une que je peux un peu montrer ici, peut-être pas, mais une page où on voit les personnages féminins sortir de la baignoire à moitié à poil, on souffle fort, on va dire, on souffle fort. Mais je crois qu'il y a une autre série d'O-Great qui sort là encore chez Pika en ce moment. Mais ouais, je me dis avec cette nouvelle édition, c'est l'occasion de découvrir, parce que c'est vrai que 37 tomes dans l'édition de base, ça fait beaucoup. Là, on est à 19, bon, c'est les tomes doubles, donc vous allez me dire, ça revient quasiment au même. C'est vrai, mais c'est peut-être dilué un peu plus sur le temps que prendre l'autre série où les tomes sont peut-être même devenus un peu rares entre-temps. Mais ouais, j'ai envie de découvrir. On découvre un peu le quotidien de Iki qui est là, qui est un genre de petit délinquant qui va se faire battre par des Kairas parce qu'il a essayé de chercher la merde un peu trop longtemps, et ces Kairas font quelque chose qui s'appelle du Air Gear, c'est des sortes de rollers modifiés qui permettent de limite planer, voler au-dessus d'immeubles et tout ça et faire des figures impressionnantes. On va voir ça un petit peu dans ce tome avec des figures, avec des personnages aussi un peu charismatiques. Là, voilà, je vous ai présenté par exemple cette page, là, Iki qui vole quasiment dans le ciel, un peu dans son bahut pour essayer de rattraper des oiseaux. J'ai pas un truc un peu mieux encore là qui présente un peu tout ça. Ici, peut-être, voilà, un peu tout l'aspect dynamique et tout ça de la chose. Vous êtes trop spoil quand même, mais ouais, c'est un peu le début de la série. Iki qui essaie de développer un peu tout ça, de découvrir ce monde, découvrir ce que ça rapporte et tout ça. Donc, j'ai bien aimé, ça reste un peu une introduction quand même. La fin nous présente un peu plus un prochain méchant qui arrive. Mais je me rappelle que dans la série, Iki avait des camarades, il avait créé un gang aussi, mais pour moi, c'est pas encore trop le cas. Je crois pas qu'il est encore sous gang, mais il commence à apprendre un peu plus l'univers. Et on voit aussi un peu tout ça, on
On nous présente un peu les personnages, le monde de la nuit avec les gens qui font aussi des trucs en roller pour essayer de se démarquer, pour essayer d'acheter des pièces et tout ça. Donc tout un monde un peu différent qui s'offre à nous et s'offre au personnage principal et qui est intéressant, je trouve, à découvrir, et j'ai hâte de découvrir, en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. Enfin, dernière nouveauté qui est une série intégrale. Alors, pour la petite histoire, la série m'avait déjà intéressé une fois, finalement j'ai décidé de ne pas la prendre. Je vais quand même décider de la reprendre, je me suis dit, vas-y, je vais donner une chance, c'est Aime ton prochain. Terminé en 6 tomes. Alors je vais pas forcément montrer toutes les couvertures, parce que vous voyez peut-être déjà un peu avec la première que c'est un truc assez gore, pas que ecchi, effectivement il y a un peu des trucs, des personnages, on voit des personnages un peu se faire maltraiter, des personnages avec des positions pas forcément aguicheuses, mais qui sont pas forcément des plus plaisantes. À la rigueur ici, si je montre assez rapidement, pour éviter que tu me bannes aussi. Ça fait partie de la collection What the Fuck de chez Akata, What the Fuck collection que j'apprécie toujours particulièrement, parce que c'est toujours des titres un peu avec des morales ou des trucs un peu à la con. Là, c'est assez particulier en fait, je trouve que c'est plus psychologique et plus limite orienté un peu horreur. On va suivre, alors pareil, les noms des personnages, je me rappelle plus, il y a Mido et l'autre je sais plus qui c'est. Kazumi, voilà, Mido et Kazumi, les personnages principaux, qui sont Kazumi, qui était un jeune collégien qui ne demandait pas forcément grand-chose à personne, qui était amoureux d'une fille en primaire, et qui va attirer un peu la foudre de Mido, qui est une fille qui a un peu l'aspect tsundere, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros qui aime quelqu'un de manière possessive. Il dit ok, ce garçon m'appartient, je vais tout faire pour qu'il m'aime et je vais éliminer toutes les rivales, s'il y a des gens qui lui tournent un peu autour, et c'est un peu ce qui va arriver là. Mido va un peu se comporter... ça se parle au début du tome, je peux peut-être spoiler ça, mais va assassiner la première petite amie ou la première personne que Mido, que Kazuma, comment il s'appelle? Que je sais plus, que le personnage principal va aimer. On va avoir un petit flashback quelques années après au collège, et sans trop spoil, un peu plus tard dans la série, on aura un autre flashback où cette fois il sera un peu plus adulte et un peu plus tolérant. Et en vrai, la série, je trouve, est assez intéressante. Elle se tient bien en 6 tomes. Il y a des phases quand même un peu d'horreur, notamment autour du tome 2-3, où vraiment il y a des trucs, il y a des... je ne peux pas trop montrer une couverture, parce qu'il y a une couverture qui, je ne vais pas dire spoil, mais montre vraiment un peu ce passage. Assez gore, on voit des tortures un peu, parce que Mido va être un esprit totalement agité, il va essayer de torturer un peu les personnages. Et il faut que je retrouve le nom du personnage principal, maintenant que j'avais dit juste avant, Kazumi, voilà. Kazumi et Mido. Et Kazumi va essayer un peu de ce côté-là, de se dire ouais, mais Mido, elle m'a gâché la vie pendant que j'étais enfant, j'ai du mal à avoir des relations avec d'autres personnes depuis l'accident, ce qui s'est passé depuis qu'elle a tué la personne que j'aimais lorsque j'étais en primaire. Mido a quand même, bien sûr, elle n'était pas non plus en liberté, elle a subi quelque chose aussi un peu. Et Kazumi, j'ai rêvé avec les noms des personnages, un jour j'y arriverai. Kazumi va quand même essayer de se dire bon, faut quand même que je me venge, faut quand même qu'on fasse quelque chose pour arrêter cette tarée, il va essayer de faire un plan un peu tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment on le voit un peu pendant une partie, au début de la série, une partie du début de la série, on le voit un peu essayer de se dire ok, on va essayer de se rapprocher de Mido, essayer de suivre un peu son plan, de pas forcément trop attirer ses soupçons. Et même Mido est en mode au début, ok, si vraiment tu fais pas de vagues et tu suis ce que je te dis, je ferai pas de mal à tes amis et aux personnes que tu côtoies. Et ça se passe un peu comme ça, et au moment il va y avoir un petit déclic, et vraiment je trouve c'est le point intéressant avec la série, c'est que vraiment elle essaie de te prendre un peu au dépourvu et de manière assez imprévisible, puisque au bout d'un moment, Kazumi va essayer, comme j'ai dit, va suivre un peu son plan, il va dire ok, je vais essayer de pas qu'elle me repère, de pas éveiller ses soupçons, même les trucs gore que je vois un peu, ce qu'elle me montre, je vais essayer de jouer un peu son jeu. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que finalement Mido n'était pas totalement honnête avec lui, elle avait fait des choses un peu derrière son dos pour avoir des sortes de garanties. Et au bout d'un moment, là, Kazumi va péter un câble totalement, il va se dire non mais ça suffit, t'es totalement folle, faut qu'on t'arrête, faut totalement que t'arrêtes. Et la série va se tenir comme ça sur 6 tomes de manière vraiment très intéressante, je trouve. Vraiment, c'est un bon suspense, un bon thriller. Si on passe à côté du côté gore, c'est vraiment un très bon thriller qui mérite, je trouve, d'être lu avec une fin, je ne vais pas dire particulière, où faut le comprendre. C'est un peu une fin métaphorique. Je ne vais pas dévoiler plus que ça, mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas forcément trop ce à quoi on pouvait s'attendre, mais vraiment je pense que c'est une série que je relirai en tout cas. J'avoue, même l'auteur lui dit à la fin, il a dit merci pour ceux qui ont la série. Si ça vous a plu ou autre chose, ou même si à l'avenir vous avez envie de relire la série, je pense qu'il a réussi son pari. Et effectivement, c'est une série que je ne relirai peut-être pas tout de suite, mais effectivement à l'avenir, c'est une série que j'aimerais bien relire pour redécouvrir, peut-être revoir un peu d'une manière complètement différente et revoir, même si je suis pas attiré vers le gore, redécouvrir un peu tout ça et voir des aspects un peu différents avec peut-être du bagage un petit peu en plus de ce que peut raconter l'histoire. Je vais y arriver. Bon, pour le reste, maintenant, on va passer sur les séries que j'ai lues et les tomes un peu en vrac. On va essayer de passer un peu rapidement, je trouve, avec au début Chainsaw Man, tome 19.
c'est là où il y a la page. Alors j'ai fait une présentation sur le collector, on a une page assez particulière sur Denji. Ça commence un peu à revenir, à remonter un peu en force Chainsaw Man, avec notamment Denji qui change un peu de forme et montre un peu les pouvoirs de son démon. Il y a un truc assez intéressant, je trouve, un moment où vraiment on va voir le pouvoir du démon de Denji qui est de supprimer un peu les choses qui existent dans la réalité. Ce qu'on nous avait déjà un peu expliqué dans la partie 1 et que Makima nous avait dit au début, je crois qu'il y avait les guerres, les maladies ou d'autres choses qui existaient et qui ont été détruites par Chainsaw Man. Il va se passer un peu le même truc là-dedans et c'est un peu ce que Fujimoto avait l'art de faire dans la saison 1, c'est vraiment nous surprendre par des trucs qui cassent un peu les codes. Et là, pareil, il y a 2 chapitres un peu vers la fin qui cassent un peu les codes de ce côté-là où vraiment il y a quelque chose qui disparaît et on s'en rend bien compte et vraiment c'est marquant au niveau du dessin, au niveau de l'histoire. XXX Solic tome 2, que j'ai mieux compris par rapport au premier. On a encore quelques références un peu aux autres séries, mais on va découvrir aussi un peu, alors pareil, les personnages totalement mis leur nom. Plus sur les 2 personnages ici, lui un peu avec ses pouvoirs, avec ses amis, on va voir que ses amis finalement ont peut-être des liens un peu plus importants et qu'il faut peut-être qu'il les chérisse effectivement s'il a envie d'avoir de pouvoir résoudre son souci de voir des esprits. Ils vont voir aussi un devin qui vont essayer de leur présenter, une liseuse de bonne aventure qui vont essayer de présenter des trucs. Finalement, ils vont voir un autre personnage. Voilà, ça reste. Je trouve que c'est plus intéressant que le premier. On comprend un peu mieux l'univers. Je comprends comme quoi la série peut peut-être faire 19 tomes. On utilise aussi un peu des trucs et des choses qui pourront se dérouler par la suite. Je vais peut-être continuer encore à suivre un petit moment en tout cas. Phantom Buster tome 2, plus intéressant que le tome 1. On a Eugène, cette fois le personnage principal, qui est plus mis en avant, notamment un peu au niveau de ses relations familiales qui commencent à être développées. J'ai hâte de voir comment ça sera développé par la suite. Mogari ici qui va créer le club, ils vont être embêtés par le président du conseil des élèves qui est peut-être un peu le point noir je trouve de ce tome. C'est un personnage, tu vois, on nous présente un peu comme le mec super froid qui veut voir personne, veut respecter les règles à tout prix, mais au final au fond de lui c'est quelqu'un qui adore totalement les esprits et il le cache un peu, il joue un peu en rôle au sein du lycée. Mais c'est peut-être le truc un peu chiant, c'est vraiment, tu le vois dire, à un moment il envoie une mission, il dit ok il faut que vous fassiez ça, il va quand même essayer de les surveiller, et il dit des paroles mais il pense totalement l'inverse et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il se contredit un peu au niveau de ses paroles et de ses actes. C'est peut-être le truc un peu chiant je trouve, mais après c'est peut-être que le personnage sera amené, alors ça ramène un côté comique du genre le mec, non vous devez absolument faire ça, et après dans sa tête, non mais allez-y, j'espère que vous allez réussir, vous n'allez pas vous faire trop mal et tout ça. Il y a un petit côté comique mais je trouve que c'est mal amené par rapport à ce que la série essaie de raconter. Après, alors le personnage qu'on voit un peu ici, j'espère lui, putain, vraiment mon personnage préféré, il fait des refs à chaque fois, dans chaque tome, il fait des refs, pas de manga, là, je fait des refs à Roko no Blue, le dernier tome, il a fait des refs à Slam Duck, j'espère le mec va avoir une belle vie, va pas être maltraité dans la série, parce que vraiment, c'est mon personnage préféré de la série. Dans la suite, on a Dans le sens du vent tome 7, toujours aussi sympathique, on va voir Kei ici, qui va cette fois essayer de découvrir un peu le passé de son frère en parlant à des personnes qu'il avait connu. On va découvrir que finalement, ces personnes, il trouvait que son frère était quelqu'un de gentil, mais qui avait quand même quelque chose un peu de louche par moment. Il se passait des choses, il voulait pas forcément trop l'approcher ou ceux qui s'approchaient un peu trop de lui, il le regrettait un petit peu. C'est sympathique, toujours des dessins très somptueux, très poétiques et très enchanteurs, je trouve. Maintenant à voir, le tome est sorti assez rapidement, même là, voilà, on a des pages assez sympathiques. Mais voilà, le mystère au niveau du frère se désépaissit un peu. Kei commence à comprendre aussi un peu ce que son frère était, ce qu'il a essayé de lui cacher et tout ça, donc il commence à prendre conscience de tout ça. C'était sympa, j'ai hâte de voir la suite, même si je crois que la suite arrivera peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, donc il va falloir être patient pour la suite. On a Blue Bug tome 9 qui, je vais pas dire me saoule, mais genre met Shinatsu en avant et c'est quasiment Koina qui est présenté dans ce tome où ils essayent, Taiki et Ina essayent de faire avancer un peu leur relation, parce que j'ai une page un peu qui présente tout ça. Ici, l'auteur essaie de faire avancer un peu la relation de Taiki et Ina, mais en même temps il la brise en même temps parce que Taiki veut pas être amoureux d'Ina, il aime Shinatsu, donc c'est un peu chiant je trouve de ce côté-là. C'est vraiment, Ina en prend plein la gueule, j'aimerais bien que l'auteur la lâche un peu tranquille, on a compris qu'ils finiront pas ensemble, mais il peut quand même essayer de faire en sorte que Ina soit heureuse, ça serait bien quand même. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la saison 1 de l'animé s'arrête au niveau de ce tome, ou c'est le début du prochain tome. Donc, ceux qui les animés, vous pouvez reprendre la suite en manga, même si je crois que la suite va pas tarder à arriver. On a Ansel Sakamichi, tome 8. On a enfin la fin de l'arc entraînement. Un peu déçu, parce que j'avoue, on avait commencé vite fait le dernier jour de l'entraînement, qui se termine assez rapidement. Je crois qu'on a quasiment... on a quoi? Les 3-4 premiers chapitres quasiment, là. On regarde un peu en bas, les 3-4 premiers chapitres qui présentent juste cet entraînement. J'ai vite fait expédier, après je peux comprendre, ça faisait plusieurs tomes aussi qu'on était dessus, donc on peut expédier tout ça. On nous présente aussi du coup les enjeux de la prochaine course, 250 candidats qui vont devoir s'affronter, 250 cyclistes qui vont s'affronter dans une grande course en plusieurs étapes.
On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissements. Aboutissements, j'aurais bien aimé qu'on nous explique un peu le système de points, en quoi ça consistera vraiment, mais je pense que l'auteur fera peut-être ça au compte-gouttes pour pas forcément mettre trop d'infos non plus dans son manga. Donc ouais, ça reste pour moi une valeur sûre en tout cas en Sakamichi. Changement de luminosité, j'ai dû allumer la lumière parce que commence un peu à faire sombre, mais il fait toujours si chaud. Prochaine série Goddess Café Terrasse. En vrai, j'ai l'impression que les personnages partent un tome sur deux en vacances. Là, ils sont de nouveau en vacances. Bon point par contre, c'est on a Ekiko qui est mise en avant un peu, qui est un peu le personnage avec les lunettes là que j'aimais bien, qui est un peu ici, qui va faire un peu ça, essayer de mettre comprendre un peu les réactions et faire avancer les choses. Oka pareil, elle va essayer d'avancer un peu dans tout ça et de trouver sa place. Certaines m'ont aussi tombé amoureuses d'Ayako. J'aimerais bien par contre qu'Ayako qu'on comprenne un peu plus aussi son point de vue, parce que là-bas il y a plusieurs personnages qui ont dévoilé leurs sentiments, qui ont dit qu'ils sont amoureuses de lui. J'aimerais bien qu'on voie un peu son point de vue aussi, qu'ils disent ok là vraiment, j'ai pas forcément envie de sortir avec elle tout de suite, avec une fille tout de suite, mais faut quand même que je règle un peu toute cette situation parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à moi. J'aimerais bien que ce soit traité un peu par la suite de la série. Mais ouais, ça reste du coup du JCO, agréable à regarder, on va dire, et sympathique vite fait à lire. King of N, tome 19. Alors, je vais vite fait en parler, mais je compte aussi faire une vidéo à l'avenir sur la série. Donc, on a l'affrontement entre Shiro et Ryotaro. Enfin, le grand truc, les grandes bastons. C'est surtout principalement centré sur ça. On va découvrir aussi pas mal le passé de Shiro avec la mort de sa mère et ce qui a ramené Ryotaro aussi à vouloir prendre un peu les rênes de la famille et prendre un peu de pouvoir par rapport à son frère. C'est intéressant, j'ai hâte de voir un peu ce que donnera la suite. J'ai l'impression qu'on se rapproche quand même de la fin de la série, mais il n'y a pas encore eu d'annonce au Japon, donc à voir ce que ça réservera. Blue Period, pareil, je ne vais pas forcément trop en parler, c'était sympa. On a Yaguri qui va faire un nouvel exercice en essayant de se confronter à un artiste, en faisant une sorte d'exposition avec un autre artiste qui existe ou qui n'existe pas. Lui va prendre Andy Warhol, il va prendre encore quelqu'un d'autre et va se mêler au milieu de la nuit pour essayer de comprendre un peu le pop art et tout ça, et redécouvrir encore une partie de ce qu'il pousse à vouloir dessiner. Point intéressant, c'est que je retrouve un peu, bon, je retrouve plus le personnage, mais on a, ah si là, voilà, Johan, je crois que si je dis pas de bêtises, alors je sais plus si c'est le même nom, mais c'est un des personnages qui apparaît dans l'autre one shot, nul modèle de l'autrice, donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a fait des parallèles avec d'autres de ses séries. Ensuite, Dragon Quest Die, pas forcément trop en parler, Pop est mis en avant, il y a un gros entraînement, on a l'armée des Oricales qui apparaissent, qui ont l'air assez forts et qui, tous les ennemis, enfin tous les anciens adversaires de nos héros essaient de les affronter, ils n'arrivent pas à les battre, donc ils vont devoir se surpasser. Pop se surpasse pas mal dans ce tome, il apprend un nouveau sort très surpuissant qui sera très utile pour la suite, donc hâte de voir un peu tout ça. Asadora tome 9, je ne l'ai pas encore lu, en vrai je ne vais pas forcément trop en parler. Irayasumi tome 8, c'était cool. On va voir un peu les vacances avec, comment ça s'appelle, Natsumi, les vacances entre Natsumi et un peu de son groupe d'amis. On va voir aussi un nouveau personnage qui est un peu là, qui est un mec un peu dans son monde, qui est un peu déconnecté de la réalité quasiment. Donc, Natsumi va essayer de se rapprocher un peu de lui, on va voir quelques petits trucs. On va voir aussi un peu la relation entre Natsumi qui va voir ses amis un peu commencer à prendre en maturité et un peu grandir, tandis qu'elle, elle a encore un peu son âme d'enfant, elle va encore un peu s'amuser et tout ça, donc voir un peu le contraste avec ça. Et pareil, après on a une partie du tome avec comment elle s'appelle de nouveau, l'agente immobilière, parce que je retrouve un peu une partie d'elle, une page avec elle, l'agente immobilière qui, pareil, est un peu dans le même monde, elle est en mode bon, je commence à avoir un certain âge, toutes mes amies se marient, il y a des hommes aussi qui ont l'air de s'intéresser à moi, donc il faudrait peut-être que je prenne aussi une décision et que j'essaie d'avancer un peu dans tout ça, et pas que je pense qu'au boulot. Donc, on sent, enfin, j'ai l'impression qu'on sent vraiment que la série essaie d'avancer. Alors, est-ce qu'elle essaie d'avancer vers sa fin ou juste pour en rentrer un nouvel arc? C'est assez difficile à dire. Il y a plusieurs personnes qui disaient que la série était finie, mais je crois qu'il n'y a pas encore vraiment une vraie annonce au Japon. Mais ouais, ça reste une valeur sûre. Irayasumi, si jamais vous êtes toujours intéressé par... Si vous n'avez toujours pas lu, je ne vois pas pourquoi vous n'avez toujours pas commencé, parce que ça reste quasiment un incontournable, je trouve, de ces dernières années. Ensuite, dernière série lue et gros morceau, c'est la nouvelle édition de Berserk. Alors pour moi, j'ai pris que le tome 1 parce que j'avais galéré à le trouver, il n'était pas dispo en rupture de stock, et le tome 2, je n'ai pas encore pris. Je vais peut-être attendre parce que j'ai vu qu'il y a un souci d'impression sur ce tome avec, je crois, l'épée de Guts qui était coupée à un moment, donc on verra si je trouve ou si j'attends un peu. Donc découverte de Berserk, c'est pas mal. En vrai, on découvre un peu le dessin de l'auteur, qui est déjà très détaillé, très somptueux. On n'est pas forcément sur ce que j'ai vu déjà de mieux par rapport à d'autres tomes ou les derniers ou pour ceux qui suivent la série avec l'édition de base.
Mais ce que j'ai bien aimé globalement, c'est qu'on voit Guts qui est un peu un personnage torturé. On découvre vite fait des trucs de son passé, mais notamment plus avec les actes qu'il essaie de faire. Par exemple, on a plusieurs passages où on a des personnages qui essaient un peu de l'approcher, ou même le premier tome, pas forcément parler de ce passage, mais des personnages qui essaient de l'approcher, qui essaient de le toucher, et Guts il est en mode non mais me touche pas, t'as vu comme t'es sale, je veux bien accorder ta requête, mais tu t'approches pas de moi, tu me touches pas et tout ça. Donc on voit qu'il y a une sorte de passé un peu torturé, qu'il a eu vécu des choses qui l'ont traumatisé, et j'ai hâte de découvrir peut-être un peu plus dans la suite de la série ce qui se passera. Notamment, je pense, avec l'âge d'or, j'en entends pas mal parler, d'après ce que j'ai compris, c'est le passé de Guts, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on découvrira tout ça. Mais ouais, ça reste une lecture très intéressante. L'édition est lourde, je trouve, un peu à tenir en main, mais ça va, après, ça se tient quand même un peu. Mais c'est vrai que moi, comme il aime bien lire dans les transports, c'est pas forcément le plus pratique, je trouve. Après, c'est beau, on a des petits jaspages là, jaspages entre les pages pour rajouter de la couleur dorée. Couverture cartonnée avec des petites... comment ça s'appelle, c'est pas des dorures, c'est de l'imprimé, je crois, dessus, quelque chose comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. On a un petit signet aussi qu'on voit un peu en bas là. Donc ouais, une très belle édition, une bonne découverte de Berserk. C'est pas l'éclat total probant, mais j'avoue, je commence à comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est une série qui est bien, parce que déjà graphiquement, on voit un peu l'univers sombre qui a l'air d'être bien développé, et même les monstres. Alors, je m'attends peut-être plus tard à des designs de monstres plus imposants, mais c'est vrai que là, on est sur des trucs un peu basiques. Même si bon, faut pas non plus tout combattre dans n'importe quelle fantasy, mais est-ce que j'en ai un par exemple ici, ouais, à la rigueur, lui spoil peut-être un peu, est-ce que j'en ai pas un autre un peu mieux, mais ouais. On a des passages bien sanglants, bien détaillés, je trouve, donc c'est ce qui fait la réussite de l'œuvre, mais c'est peut-être aussi ce qui m'a un peu, pas qui me refute, mais je m'attends peut-être à mieux. J'en ai tellement entendu parler que je m'attends peut-être à quelque chose de sensationnel, et c'est peut-être pas forcément ce que je voulais. Ouais, à la rigueur, là, on a une sorte d'homme serpent, un peu comme ça, c'est un peu géant. C'est peut-être pas la meilleure page que j'avais pour le présenter, mais je crois qu'il y en a une qui était très bien. On le voyait bien un peu en grand, ouais, voilà. Par exemple ici, là. Ça reste sympa, mais c'est pas non plus le genre de monstre que... je m'attendais voir peut-être des monstres plus impressionnants. Bon. Après, je dis ça, mais on est tome 1, je pense que la série a encore de quoi me surprendre, peut-être même avec le début de l'âge d'or, donc j'ai hâte de découvrir ce que réservera la suite. Ensuite, on arrive aux séries que je dois encore lire. Bon, on va aller vite, j'en ai déjà parlé, 86, tome 5, que j'ai déjà acheté depuis un mois, que j'ai pas encore lu. J'ai Brundle tome 2, pareil, que je vais essayer de lire un peu ce mois-ci maintenant, même si je crois que le mois de juillet, il y aura pas mal de sorties, donc ça va être chaud, mais je vais quand même essayer de le lire. J'ai pu aussi acheter les tomes 3 et 4 de Neko Gozé, que j'ai réussi à trouver en magasin. Alors ça m'étonne, parce que je pensais qu'avec le 3 qui allait sortir et le 4 allait être repoussé un peu, parce que ce manga collect il apparaissait pas, mais finalement j'ai réussi à le trouver en magasin, donc vous bénéf, je me relirai la série en entier pour voir ce que ça donne, vu que c'est terminé en 4 tomes. Je donnerai mon avis là-dessus de toute façon à ce moment-là. Ensuite, un peu à part, j'ai pris 4 BD de Joséphine Ange Gardien que j'ai trouvé d'occasion. En vrai, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de tenter, voir ce que ça donne. Bon, un peu déçu parce que cette histoire, c'est la même qu'il y a eu sur un épisode de la série. Donc, on verra, c'est peut-être une différence, mais ça me fait un peu chier quand même. Mais ouais, à voir. Je me dis un peu quoi un BD pour essayer de présenter un peu tout ça et voir ce que ça donne. C'est pas me dire si peut-être que je vous en parle dans le prochain bilan, parce que je crois qu'il n'y a pas forcément trop de fans de BD dans mes abonnés pour le moment. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux essayer de vous faire un petit retour là-dessus. Et enfin, les deux derniers titres que j'ai achetés, alors vous voyez peut-être déjà un peu, c'est de Tezuka, donc Le Roi Léo, que j'ai pas encore ouvert. Pareil, c'est un gros pavé, j'ai pas encore le temps de le lire. Et Blackjack, alors c'est pas le même truc que Save Me to Blackjack, même si ça y ressemble un peu. On va suivre aussi un médecin de l'ombre. Et ouais, j'ai hâte, parce que, alors pareil, le truc, le tome pèse son poids. Il n'est pas forcément aussi lourd qu'un Roi Léo, mais il coûte aussi cher, je crois. Il coûte 32 € si j'ai pas de bêtises, et ça pareil, ça coûte... on n'a pas le prix derrière. Donc ça coûte aussi vers les 30 balles. Je vais pas dire que je me sens floué, mais on verra ce que ça donnera. Après, c'est vrai que c'est aussi couverture rigide, donc ça peut peut-être jouer. Mais ouais, Blackjack, j'en entends aussi pas mal de bien, et j'ai hâte de découvrir encore cette œuvre magique de Tezuka, et qui a inspiré Save Me to Blackjack, qui est une œuvre que j'ai adorée de cette année, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous hydrater aussi, parce qu'il fait très très chaud. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire directement après cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.